Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invitée est la romancière belge Adeline Dieudonné. Le métal m'aide vraiment bien pour écrire parce que justement, ça fait sauter les barrières sociales. Et c'est vraiment ça, je pense qu'il faut laisser en dehors de la pièce. C'est les barrières sociales, c'est le regard des autres. Et c'est vraiment de se dire, j'ai une liberté totale et absolue, je vais où je veux. Adeline Dieudonné a fait une entrée fracassante sur la scène littéraire en 2018 avec La vraie vie, l'histoire d'une ado aux prises avec la violence du monde des adultes. Ce premier roman, à la fois tendre, surréaliste et cruel, s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires et a été traduit dans une vingtaine de langues à travers le monde. Il a également valu à son auteur une pluie de récompenses, comme le prix du roman Fnac et le Renaudot des lycéens. Autant dire qu'on attendait la suite avec impatience. Avec Kérosène, publié aux éditions de l'Iconoclaste, Adeline confirme son goût pour l'humour noir et les personnages déjantés. Il y a une caissière, une prof de pole dance, un dragueur compulsif, une nounou philippine, une famille de gynéco un peu spéciale, un dauphin lubrique et un cheval abandonné. Ils sont une quinzaine, humains et animaux, à se croiser au fil des pages de ce roman qui a comme point de départ une station-service sur une aire d'autoroute. C'est drôle, c'est trash et poétique, c'est tout simplement irrésistible, un des meilleurs romans que j'ai lus depuis le début de l'année. Et j'avais hâte d'en parler avec son auteur, de passage par Paris au début du printemps. Bonjour Adeline Dieudonné. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et vous ? Bah écoutez, oui, très bien, je suis content de vous rencontrer. Les auditeurs, il faut qu'ils sachent qu'on se rencontre quelques semaines avant la sortie de Kérosène, votre nouveau roman. Est-ce que vous êtes impatiente de proposer, j'allais dire, autre chose après La vraie vie dont on a tellement parlé? Ah oui, là j'en peux plus. C'est vrai. Non, je suis très très impatiente. J'ai envie. C'est comme quand on a cuisiné quelque chose et on a envie que les invités arrivent et qu'ils goûtent ce qu'on a mis tant de temps à préparer, et tant de soins et tant d'amour. Donc oui, je suis très impatiente. Est-ce que La vraie vie, ça a été on parle souvent de la pression d'un succès, un succès précoce comme ça, un premier roman qui rencontre un écho aussi important. Est-ce qu'il y a eu un petit moment de doute ou de questionnement sur ce que vous alliez faire après? Est-ce que se remettre à écrire, ça a été compliqué ou pas? Oui, alors au moment où je faisais la promo de La vraie vie, je m'en rendais pas forcément compte. Il y avait une forme d'insouciance par rapport à ça. Et puis quand je me suis remise à l'écriture, oui, il y avait vraiment une pression. J'avais l'impression d'écrire avec 300 000 perdus au-dessus des épaules qui guettaient le moindre mot qui sortait. Donc c'est pas très propice à l'écriture. C'est un peu comme quand on fait l'amour, hein. On a besoin d'une certaine forme d'intimité parce que si on se dit que les gens sont là à nous regarder, à nous juger, ben ça bloque et ça empêche de prendre du plaisir. Donc oui, ça a mis du temps et pour rien vous cacher, en fait, j'étais en train d'écrire un roman que j'ai arrêté il y a pile un an, au moment du premier confinement, pour plusieurs raisons. Parce que d'un côté, il y avait cette raideur d'écriture due à la pression, et puis aussi à cause du sujet, parce que ça parlait de collapsologie et de survivalisme, et que donc ça se télescopait un petit peu avec l'actualité, parce qu'à ce moment-là, on se disait que la chute de la civilisation, on était en train de la vivre. Et donc j'ai arrêté d'écrire ce roman, je l'ai un peu mis de côté, et je me suis mise à écrire des histoires courtes mais vraiment pour me faire plaisir et en me débarrassant complètement de cette idée que des gens allaient lire ce que j'étais en train d'écrire. Et sans m'en rendre compte, en fait, c'est comme ça que j'ai écrit Kérosène et que mon deuxième livre est né, mais dans une forme d'insouciance complète qui était libératrice et quelque part, c'est, je crois, une ingéniosité de mon cerveau qui a réussi à bypasser la pression du deuxième livre. Je crois que, si je me trompe pas, La vraie vie avait été écrit avec une méthode un peu inspirée de la comédie, de l'improvisation, que c'est pas un roman que vous aviez écrit avec un plan bien déterminé. Est-ce que
pour la suite, vous aviez commencé par un plan bien déterminé? Est-ce que vous étiez un peu enfermé? Non, justement, j'étais aussi partie de quelque chose de très instinctif et en me disant, bah, j'ai une image de début et après Je brode là-dessus, quoi. j'improvise là-dessus. Mais peut-être que ça m'a piégée aussi parce que c'est une technique qui a ses limites, je crois. Ou alors qui demande peut-être plus de patience et plus de confiance en soi que j'en ai pour l'instant à ce stade-ci de mon parcours. Mais donc là, pour Kérosène, je suis repartie des techniques d'improvisation. J'avais pas de structure en tête, mais là c'est plus facile parce que comme c'est une galerie de personnages, c'est une galerie de portraits. Il y a pas une structure qui doit tenir sur la longueur. Mais je crois que pour mon prochain livre, je vais travailler de façon un peu plus structurée pour me rassurer. Je crois que ce sera un juste milieu à trouver parce que, comme vous dites, il ne faut pas s'enfermer là-dedans, il ne faut pas s'enfermer dans une structure ou dans une idée qu'on a du livre qu'on est en train d'écrire. Laisser la place à la liberté et à la spontanéité. Et en même temps, il y a quand même un moment où je trouve ça compliqué, où on est un peu... Enfin, moi, je suis un peu perdue. J'ai vécu ce moment-là pour l'écriture de la vraie vie et j'ai réussi à passer au-dessus et à aller au bout de l'écriture. Mais c'est quand même une sacrée gageure, quoi. Alors là, il y a plusieurs, vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnages. Il y a un lieu commun, c'est une aire d'autoroute, où se retrouvent des gens à une certaine heure de la journée. Et ces personnages, on va les découvrir les uns après les autres à différents moments de leur vie. Est-ce que le point de départ, c'est le lieu, et après, vous avez imaginé les personnages? Expliquez-moi un peu, peut-être la première image, justement, qui déclenche l'imagination. Bah, il n'y a pas vraiment eu de première image parce que là, j'ai plutôt travaillé, j'ai écrit des histoires courtes qui auraient pu même faire l'objet d'un recueil de nouvelles au départ. Et puis à un moment, c'est comme des amis qu'on a et qu'on connaît, mais de différents cercles et qu'on aime tous. Et à un moment, on se dit, bah, j'ai envie qu'ils se rencontrent et on fait un dîner pour que tous ces amis-là se rencontrent. Là, c'est ce qui s'est passé avec Kérosène, c'est que j'avais différentes histoires. J'avais même des histoires plus anciennes que j'avais écrites pour certaines même avant la vraie vie. Et puis je me suis dit, ah, mais j'ai envie que tous ces destins se télescopent et donc j'ai imaginé la station-service parce que c'est un endroit que j'adore, les stations-service de nuit, en été, quand il fait chaud, il y a quelque chose où tout est possible. Il y a une espèce d'imaginaire aussi un peu anglo-saxon, je trouve, de la station-service, comme le motel au bord de la route. Un côté très film noir, oui. Voilà. Effectivement, il peut tout se passer. Beaucoup de rencontres brèves, oui. Un crime peut-être aussi. C'est un lieu chargé d'imaginaire. Voilà, tout à fait. Et puis une fois que j'avais le lieu et que j'avais certains personnages et certaines histoires, eh ben alors à ce moment-là, c'était facile d'extrapoler et de me dire ah ben il y a des personnages en plus, ah ben tiens il y a un cheval qui est présent, j'ai aussi envie que le cheval nous raconte son histoire à lui et voilà mais donc c'est vraiment les histoires qui ont donné lieu au concept entre guillemets du livre et pas l'inverse. Je suis pas du tout partie en me disant je vais procéder de cette façon-là. Ça aurait été génial, hein. J'aurais adoré avoir cette idée et me dire entre guillemets il n'y a plus qu'à écrire les histoires derrière. De la vraie vie, on va reconnaître, je pense, à la fois un côté poétique, cru, baroque, un humour noir aussi qui est présent et des sentiments très forts, extrêmes, même des coups de folie. Est-ce que vous avez l'impression déjà de cultiver un style? Est-ce que vous sentez, quand vous commencez à raconter une histoire, que c'est comme ça que je veux les raconter? Ou est-ce que vous cherchez encore un peu ce style aujourd'hui? Je cherche encore parce que moi, c'est sûr que ce qui, je pense, a plu aux lecteurs dans la vraie vie, et pour cela, ils vont retrouver ça dans Kérosène, c'est le côté, effectivement, discours très direct, d'avoir un... En fait, ce qui est super important pour moi, c'est de ne pas mentir aux lecteurs, d'être dans une démarche extrêmement sincère. Et donc, cette sincérité demande parfois de simplifier le style et de pas essayer de faire de grandes figures littéraires. Et en même temps, parfois, j'ai cette tentation-là aussi d'avoir envie, peut-être parfois, d'écrire quelque chose d'un tout petit peu plus, d'un tout petit peu plus littéraire.
Donc je sais pas, parce que j'aurais un vrai plaisir à faire ça aussi. Mais c'est vrai que j'ai quand même toujours la tentation de vouloir rester proche du lecteur et si à un moment, si à un moment le mot que j'ai envie d'utiliser est cru, enfin, ben, je vais utiliser ce mot-là et je vais pas partir pour essayer d'avoir l'air élégante dans des grandes figures de style. Donc je crois que je cherche pas mon style, mais je crois que c'est quelque chose plutôt qui me rattrape et qui vient plutôt d'une nécessité de raconter l'histoire avec vraiment un maximum de sincérité, de ne surtout pas prendre des pauses. C'est ça que je veux surtout éviter de faire, c'est d'essayer de rentrer dans des postures d'écriture. J'aurais l'impression de mentir aux gens ou de les prendre pour des idiots, et ça, j'ai pas envie. On se nourrit quand on crée des histoires de tout ce qu'on a lu, vu, entendu dans sa vie. Vous, est-ce qu'il y a quelques livres est-ce qu'il y a un livre qui a déclenché l'envie d'écrire chez vous? Est-ce qu'il y a des histoires un peu fondatrices comme ça dans votre vocation? Moi, j'ai pas un livre qui m'a donné envie d'écrire. C'est plutôt une rencontre avec un auteur qui est un auteur belge qui s'appelle Thomas Gunzig, que je connaissais déjà et j'aimais énormément son travail. Moi, j'ai besoin qu'on me donne l'autorisation d'écrire. C'est assez triste à constater, oui. Mais c'est vrai. J'ai eu besoin que quelqu'un me dise si, vas-y. Pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas? Et moi, parce que j'ai pas fait d'études de lettres, parce que je suis pas une grande intellectuelle. Et quand lui m'a dit, mais si, vraiment, je crois que tu devrais le faire, parce que j'avais déjà des bribes de choses que je lui avais montrées. Et donc j'ai lu ces livres avec cette idée-là, tout à coup, de me dire, ah, mais comment est-ce qu'il fait? Et est-ce que moi, je pourrais faire la même chose? Et donc là, je me suis dit, ah oui. Et je crois que ça a été fondateur aussi. Peut-être que c'est ça qui fait, qui a fondé, entre guillemets, mon style, avec 150 000 guillemets autour. Mais parce que Thomas, il y a aussi une liberté dans son écriture et où je me suis dit, ah, mais oui, mais on peut faire ça. Je suis pas obligée de faire du Zola. Même si il y a une littérature très très forte avec un grand L dans ce que fait Thomas, mais où je sens aussi cet endroit où il dit la vérité. Enfin, je dis pas que Zola ment, hein, j'adore la littérature de Zola, mais je sais pas, ces petites saillies, cet humour qui je trouve offre une vraie proximité avec le lecteur et donc voilà, donc j'ai envie de dire toute l'œuvre de Thomas Gunzig. Et puis alors, il y a aussi et c'est lui qui m'a offert Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, qui est donc un essai de Stephen King sur l'écriture, qui est fabuleux, et dans lequel Stephen King s'adresse vraiment aux futurs écrivains. Et en même temps, c'est une biographie, donc ça peut vraiment être lu par des gens qui ne sont pas intéressés à écrire. Mais pareil... Ça désacralisait l'acte d'écrire et ça m'a un petit peu détendue. Je me suis dit, bon, allez, peut-être que j'ai le droit, peut-être que écrire n'est pas tant une transgression que ce que j'imagine. Parce qu'avant d'écrire, vous êtes comédienne, vous vous considériez comme comédienne, c'était votre métier Non, j'avais fait des études de comédienne, mais j'avais jamais réussi à en vivre. Donc j'avais couru les castings, mais j'avais jamais accédé justement au statut et au métier de comédienne. Donc je crois que le complexe venait probablement de là aussi, d'avoir entre guillemets raté sa vocation et donc je faisais je travaillais comme assistante de production au cinéma. Puis j'ai fait 36 000 métiers, j'ai fait serveuse, j'ai fait mais donc je n'étais pas comédienne au sens où c'était pas mon gagne-pain. Maintenant je continue à faire de l'impro en amateur et donc j'avais quand même toujours ce rapport à la scène, mais je n'avais pas réussi au sens où je l'entendais par rapport aux attentes que moi je pouvais avoir au départ. Et les livres, ils faisaient partie de votre vie déjà quotidiennement à l'époque? Oui, j'ai toujours été une grande lectrice depuis l'enfance. J'ai toujours adoré lire, j'ai toujours été une à la maison, chez vos parents, il y avait des livres partout ou pas?
Il y avait pas mal de livres. Alors mes parents sont pas des grands, c'est pas des immenses lecteurs, mais il y avait le Reader Digest Ouais. que j'aimais bien feuilleter. Il y avait pas mal de BD. Il y avait des Reiser, des Wolinski, des choses comme ça. Donc en plus, j'ai eu accès à des lectures qui n'étaient pas forcément de mon âge. Gottlieb, Bien sûr. que j'ai adoré. Maintenant, en termes de littérature, il n'y avait pas grand-chose. Et donc moi, c'est plutôt... Le premier roman que j'ai lu, c'était en allant à la bibliothèque, à l'école, et j'avais vu la couverture des Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Comme j'aimais bien les chevaux et les poneys et les ânes, j'avais lu Tiens, ça. c'est étonnant alors C'est étonnant. dans ce nouveau roman. Ouais. Alors oui, on peut parler du cheval à un moment donné. Moi, ce que j'avais envie de vous demander, en discutant de votre roman, on se disait, elle n'a pas de tabou, elle a peur de rien, elle ose. Est-ce que les tabous, ça existe pour vous quand on écrit? Est-ce qu'il faut justement les laisser à côté de la porte? Oui, non, moi, c'est vraiment mon gros travail en tant qu'auteur, et c'est pour ça que j'écoute du métal en écrivant, C'est vrai? des musiques ouais, en tout cas, ouais, le métal m'aide vraiment bien pour écrire, parce que justement, ça fait sauter les barrières sociales, et c'est vraiment ça, je pense qu'il faut laisser en dehors de la pièce, c'est les barrières sociales, c'est le regard des autres, et c'est vraiment de se dire, j'ai une liberté totale et absolue, je vais où je veux. Et après, éventuellement, en relisant, il y a des choses qu'on peut peut-être ramener. Mais moi, je le fais pas trop. J'essaie juste de faire attention sans être dans le sensitivity reader, parce que ça, c'est des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui, de faire relire son texte par des gens qui vont regarder si on respecte bien toutes les sensibilités. Moi, je crois qu'il ne faut pas respecter les sensibilités quand on écrit, justement. Il ne faut surtout pas avoir cette contrainte-là dans la tête, parce que sinon on n'écrit plus rien. Parce que quand on écrit, forcément, on heurte la sensibilité de tout le monde. Enfin, en tout cas, quand on écrit... Il y a toujours au moins une personne qui va être choquée. De toute façon. Par contre, là où j'essaie de faire attention, mais c'est vraiment dans un deuxième temps, c'est sur ne pas véhiculer des clichés, ne pas... Voilà, on est en train de prendre conscience aujourd'hui que c'est vrai, on vit dans une société raciste, patriarcale, enfin qu'il y a beaucoup de constructions sociales en fait qui entraînent des rapports de domination, des rapports extrêmement violents. Et donc ça, c'est plus de me dire, tiens, oui, j'ai pas envie de participer à ça. Ou même si je peux contribuer à changer les regards, à changer les représentations, parce que vraiment les représentations ont une importance énorme. Donc ça, je vais quand même faire gaffe à mon propre racisme, à ma propre misogynie, à ma propre homophobie, parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. Je suis née dans les années 80, donc forcément j'ai grandi avec ça. Et donc c'est plutôt ça, dans un deuxième temps, de relire et de me dire, ah tiens là, cocotte, est-ce que tu es vraiment obligé de sexualiser ce personnage-là, qui est comme par hasard un personnage de couleur, et est-ce que tu as vraiment envie de le mettre dans ce rôle-là? Et donc c'est plus de faire attention à ça, mais c'est pas ce que j'appelle des tabous. Et vraiment, non, au contraire, j'essaie d'avoir une liberté totale. Et c'est justement ça qui m'amuse, c'est d'aller flirter avec la frontière et de trouver des histoires ou des personnages qui sont complètement dingues, complètement barrés, et de voir jusqu'où je peux tirer le fil sans le casser. Les femmes de Kérosène, la plupart, elles prennent le pouvoir, on va dire. Alors, parfois jusqu'à l'extrême, mais... souvent, elles se libèrent un peu d'une société patriarcale, ou en tout cas des hommes qui dominent leur vie. C'est un peu venu, cette galerie de personnages féminins, c'est un peu venu comme ça. Quelque part, c'est aussi dans l'air du temps. Oui, mais alors moi, j'intellectualise pas du tout au moment où j'écris, donc oui, bien sûr, elles arrivent comme ça, mais comme vous dites, parce que c'est le monde dans lequel on vit, et que forcément... on va avoir des rapports de domination, mais j'essaye pas de dénoncer quoi que ce soit quand j'écris, ou j'essaye pas de faire passer un message du tout.
Et d'ailleurs, elles sont assez politiquement incorrectes. Enfin, quand on voit très politiquement incorrectes. Ouais. Un personnage comme Chelly, elle se débarrasse d'un mari qui n'est pas du tout oppressant pour le coup. Il l'oppresse. Il est juste ennuyeux en fait. Il est juste ennuyeux, mais il n'est pas du tout dominateur. L'ennui c'est oppressant, non? Oui, bien sûr. Ça peut être très oppressant. Ouais. Mais elle n'avait pas besoin. Elle aurait pu simplement le quitter. Oui, c'est ça. Elle n'avait pas besoin d'en arriver à ces extrémités-là. Mais bien sûr, les personnages féminins sont en prise avec leurs démons, on a le personnage de Monica qui raconte... bon, elle, c'est une autre époque parce qu'elle raconte ce qui lui arrivait quand elle était jeune et c'est une très vieille dame de 90 ans. Mais oui, comment elle a été violée, ce qui est toujours atrocement banal. Comment elle est tombée enceinte de son viol et comment elle n'a pas eu droit à l'avortement parce elle vivait à une époque où c'était mal vu, où c'était carrément interdit, c'était carrément complètement illégal et donc oui et comment on survit à ça, comment on s'en sort, comment on se libère. Alors c'est vrai que c'est des sujets qui sont dans l'air du temps et forcément, ça me traverse parce que c'est des thématiques et des problématiques qui me touchent et qui m'interpellent et que je trouve en plus passionnantes parce que j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, les choses sont en train de bouger, d'être remises en question. Alors, avec évidemment des débordements dans tous les sens. On a évidemment le retour de manivelle de ceux qui ne veulent absolument pas que les choses évoluent. Avec de temps en temps des débordements aussi, je trouve, où tu te dis, mais non, là, ça va trop loin, ou ça va en tout cas dans un sens que moi, je n'approuve pas. Vous parlez d'un certain féminisme qui irait trop loin? Ouais, alors j'ai du mal avec le aller trop loin, ça j'y crois pas parce que pour moi le féminisme c'est simplement demander l'égalité et demander qu'on arrête avec les rapports de domination. Et d'ailleurs c'est le sujet de l'intersectionnalité, c'est que ça ne se limite pas à la domination des hommes sur les femmes, mais aussi, comme je disais, le racisme, l'homophobie, le validisme, enfin voilà, toutes ces luttes où en fait le cœur du truc, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait arrêter de hiérarchiser les êtres humains entre eux et de les opposer. Et de les opposer. Et donc ça, je pense qu'on ne peut pas aller trop loin là-dedans. Maintenant, moi, ce que je vois à certains endroits, c'est parfois des personnes qui, sous prétexte de vouloir abolir les rapports de domination, en fait, cherchent simplement à les inverser. Et donc j'aime pas non plus. Et oui, oui, parfois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a dans certains cas, et vraiment à certains endroits, une haine des hommes ou une colère... vraiment vis-à-vis des hommes, de l'homme avec un grand H, comme s'il y avait un homme avec un grand H. Et là, effectivement, je souscris pas à ça parce que c'est hors sujet pour moi. Parce que pour moi, le sujet, c'est vraiment juste arrêtons de hiérarchiser. Et si c'est pour dire que les femmes sont mieux que les hommes, ça n'a pas de sens non plus. Mais voilà, de nouveau, je crois que c'est comme disait Margaret Atwood, dans toutes les révolutions, il y a des débordements, il y a des endroits où et ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est pas dramatique et c'est certainement pas là-dessus que moi j'ai envie de concentrer mon indignation. Et donc voilà. Et je crois que ça va passer, je crois que tout ça va s'aplanir aussi. Et... ça va s'équilibrer. Bien sûr, ouais. Enfin, j'espère de pas être d'un optimisme béat en disant ça. Bon, et ce cheval alors, Adeline? Tout le monde me parle de ce cheval. Non, mais il a une histoire tellement belle qu'on aurait presque pu... Un écrivain britannique qui s'appelle Tim Willocks avait écrit il y a quelques années un roman qui s'appelle Doglands et qui racontait le parcours d'un chien à la première personne, du début à la fin. Vous, on aurait presque envie de lire tout un livre dans la tête de ce cheval. Alors, question bête, c'est compliqué de se mettre dans la tête d'un cheval? Ben non, en fait. Non, j'ai trouvé ça très facile. Et effectivement, vous dites que ça aurait pu faire l'objet de tout un livre. Et c'est vrai, c'est une des dernières histoires que j'ai écrites dans le livre. Et j'ai été étonnée de ça couchait sur un fleuve comme ça. Ouais. Et je me suis arrêtée à 30 000 signes. Mais j'aurais pu... 30 000 signes, c'est dans le langage des écrivains, c'est le nombre de signes qu'on utilise pour raconter une histoire. Ça permet de quantifier.
Mais c'est vrai que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. J'étais vraiment lancée avec Red Apple, parce que c'est son nom. Non, c'est pas compliqué de se mettre dans la tête d'un cheval, mais je crois que c'est mon côté. J'aime beaucoup les animaux, et je pense vraiment qu'ils ont une sensibilité. Enfin, j'en suis même absolument certaine. Je vois bien, j'en ai suffisamment côtoyé pour savoir que ils peuvent s'attacher, ils peuvent avoir peur, enfin, au même titre que nous. Donc non. Et en plus, les chevaux, je les ai beaucoup côtoyés, donc c'est vrai que c'était intéressant, parce il y a tout le vocabulaire qui va avec. Faut pas être à côté de la plaque. Et puis c'était rigolo aussi de se dire, tiens, qu'est-ce qui est important dans l'essence aussi. Et donc dans cette nouvelle-là, par exemple, j'ai mis beaucoup plus de rapport à l'olfactif, parce qu'un cheval, il a un odorat plus développé que nous. Il va être alerté du danger. Enfin voilà, il y a un rapport qui est qui est différent à la fois au danger et à la fois aux odeurs. Donc moi, je veux pas spoiler pour les gens, surtout avec des histoires courtes, mais il y a aussi une histoire de dauphin qui est assez incroyable et un peu gonflée, non? Ouais. Non? Ouais, j'aimais beaucoup ce personnage. Non, on spoile pas en donnant la base du truc. C'est qu'on a ce personnage, c'est vrai, qui m'est venu assez vite. Je l'ai écrit très vite, en tout cas le début de cette histoire. Donc c'est Victoire, c'est une mannequin, une jeune mannequin qui vit à New York, qui est dans son appartement new-yorkais, qui est en train de boire du lait cru à la bouteille, parce que elle a fait un cauchemar. On est en pleine nuit, elle s'est réveillée au milieu de la nuit parce qu'elle a fait un cauchemar sur les dauphins. Et elle hait les dauphins. Elle a vraiment une haine et un dégoût profond pour les dauphins, à tel point qu'elle ne se lave même plus, elle veut même plus toucher de l'eau, parce qu'elle a entendu parler de la mémoire de l'eau. Et que donc elle a entendu que les molécules d'eau pouvaient avoir été en contact un jour avec la peau d'un dauphin. Donc elle les supporte pas. Et elle les supporte tellement pas que son objectif dans la vie, c'est de participer à un Grindadrap, qui est ces massacres de dauphins dans les îles Féroé, qui existent vraiment. Et oui, je trouvais ça intéressant, mais de nouveau, de prendre un petit peu le contre-pied, c'est-à-dire que les dauphins, c'est tellement un animal que tout le monde aime Flipper. Mais oui, c'est tellement joli, et c'est vrai. Et ça m'est venu parce que j'aime bien aller écrire à Cancale, en Bretagne, et que j'ai un ami là-bas qui s'occupe de la protection de la faune marine, et qui m'expliquait qu'en fait les dauphins, évidemment c'est des super animaux, mais en fait ils sont pas aussi gentils et bienveillants qu'on pourrait le penser. C'est des animaux qui peuvent être comme nous, en fait, comme toutes les espèces, qui peuvent être extrêmement cruels. Vous allez faire sauvages. peur aux enfants et aux mamans. Vous savez on peut accoucher avec les dauphins, ça existe. C'est ça. vrai, tout à fait. Oui, c'est vrai. Non, et puis c'est un animal qui a une intelligence incroyable, et je pense même, j'ai cru entendre qu'au niveau des émotions, ils ont un spectre d'émotions qui est plus large que le nôtre. Donc en fait, théoriquement, ils sont capables d'émotions que nous, on n'est même pas capable d'imaginer. Donc c'est des animaux extrêmement sensibles, qui s'attachent, ils sont très très proches de nous. Donc c'est un animal magnifique. Mais voilà, je trouvais ça rigolo d'avoir un personnage qui les déteste, qui vraiment ne les supporte pas, et qui appelle de ses voeux l'extinction de cette espèce. Et puis voilà. Et puis après, il fallait expliquer pourquoi, d'où vient. Mais ça, il faudra lire. Il faudra lire Kérosène. Alors, vous avez un petit peu excité ma curiosité. Vous m'avez dit que vous aviez écouté du métal en écoutant ou avant d'écouter? En écrivant. En écrivant? Oui, j'écoute. En écrivant. J'écoute toujours en écrivant. Alors, c'est quoi votre playlist pendant l'écriture de Kérosène? Elle est disponible sur Spotify. Elle s'appelle Bonobo Moussaka. Pour ceux qui veulent, si vous allez, vous tapez le profil Adeline Dieudonné, Bonobo Moussaka, elle est disponible. D'accord. Je l'ai pas cachée. C'est une playlist que j'ai commencé en écrivant Bonobo Moussaka, qui est donc mon premier. C'était pas une nouvelle, c'était une pièce de théâtre. Ouais. Et donc j'ai compris très très tôt que pour écrire, j'avais besoin de musique qui me booste. Et donc ça avait commencé avec des choses, c'était relativement gentil au départ. Il y avait du Tiefen, il y avait du Matmata, un peu de Noir Désir. Et puis en fait très très vite ça a dérivé, du Nirvana, un peu de Metallica. Et puis boum 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 boum, c'est allé vers vraiment du métal. Il y a des trucs de Vikings que moi j'adore, du gros métal de Vikings.
Il y a Get the Shot, qui est un groupe plus... Après, je connais pas toutes les dénominations. Je suis vraiment pas du tout une spécialiste, mais il y a... Ouais, ça va du death metal au black metal, au trash. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se plonger dans une atmosphère où on se libère de toute inhibition. Est-ce que quand vous êtes devant l'ordinateur, la musique joue toujours? Ouais, expliquez-moi un peu. pendant que j'écris. Ouais. Amon Amarth, c'est ça. Amon Amarth, ok. Mon gros groupe de métal de viking. Oui, c'est ça. Je mets du métal pendant que j'écris. Et c'est vraiment, surtout au début de la journée, quand je me lance dans l'écriture. Après, il y a un moment où je me fatigue aussi, et donc je passe sur une autre playlist qui est aussi en libre accès, qui s'appelle Amarula, et où là c'est que de la musique classique et c'est que des trucs très très doux. Mais oui, c'est vraiment au début, ça m'agite les neurones. C'est vraiment pour les donner des grands coups de pied. Enfin, c'est un peu masochiste. Enfin, c'est un peu... ouais, c'est pas très bienveillant vis-à-vis de mon cerveau, parce que c'est vraiment pour aller le mobiliser réveiller très fort et faire sauter les barrières sociales. Et c'est vrai que quand on entend des mecs hurler dans leur micro avec des grosses voix comme ça... Ben, c'est sûr qu'on se dit, eux, ils ont... leur éducation judéo-chrétienne, je crois que c'est bon, ils lui ont réglé son compte, quoi. Et donc, ça m'aide à me connecter, à ma sauvagerie, à mes émotions. Je pense qu'on écrit vraiment... Enfin, moi, personnellement, j'écris avec mes émotions négatives. J'utilise mes peurs, j'utilise ma colère. Et je les sublime, je les transcende. C'est ça qui donne aussi de l'humour, parce que pour moi, l'humour, c'est quelque chose qui part... Ça donne quelque chose de positif qui est le rire, mais en fait, ça part du négatif. Faut vraiment... Et pour moi, écrire, c'est aller déverrouiller les cachots, toutes ces bestioles qu'on enferme, que notre éducation est pour le bien de tout le monde, hein, parce que sinon on passerait notre vie à nous étriper dans la rue. Donc c'est très bien, on doit contrôler nos émotions négatives, mais à un moment c'est bien aussi de pouvoir ouvrir les cachots et dire allez-y les gars, amusez-vous, sortez, c'est le moment où vous allez faire du mal à personne et où moi au moins, enfin et où vous au moins vous avez la possibilité de vous exprimer, parce que s'ils sont là, ces démons, c'est pas pour rien, ils existent, ils viennent bien de quelque part, et donc je pense que vouloir les refouler constamment, c'est pas une bonne stratégie non plus, et soit on se fait des cancers, soit ça sort d'une façon qui est... Enfin oui, le cancer est une forme pour moi d'expression des émotions refoulées, mais il y en a plein d'autres. Il y a la violence qu'on peut exprimer vis-à-vis des autres. Voilà. Après, il y a d'autres façons d'exprimer ces émotions-là aussi. Je pense que la sexualité est aussi un super moyen d'exorciser tout ça. Et l'art est un moyen aussi, et voilà, pour moi, c'est la littérature. Alors, Adeline, c'est le passage obligé pour tous les invités. Le podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Et je vais vous poser la question, est-ce que, d'après vous, Adeline Dieudonné, les gens qui lisent sont plus heureux? Oui, moi, je pense que les gens qui lisent sont plus heureux. En tout cas, moi, lire me rend plus heureuse. Après, oui, je veux pas généraliser à tout le monde. Mais moi, ça me rend plus heureuse parce que ça me permet d'échapper au réel, de m'évader. C'est hallucinant. Je trouve qu'il n'y a pas de... Même si j'adore le cinéma enfin, j'adore plein d'autres formes d'art qui permettent de s'évader, il n'y a aucune évasion qui vaut celle des livres. Je trouve qu'on est tellement plongé parce qu'il y a un tel travail de rencontre. On est moins passif enfin, si je dois pousser la comparaison avec le cinéma. Quand on lit, on est actif. Donc, on doit mobiliser son propre imaginaire pour rentrer dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Et donc, ça nous fait voyager. Enfin, moi, quand je lis, je déconnecte complètement. Je suis complètement absorbée par le récit des autres. Alors, effectivement, on peut arriver dans des récits qui sont durs, mais je trouve que avoir la capacité de sortir de sa propre vie, c'est incroyable. Et même si ma vie, personnellement, elle est plutôt cool et je l'aime, mais je suis déjà très contente de pouvoir y échapper. Et ça me rend plus heureuse parce que ça me rend plus riche aussi. Je reviens dans ma vie avec des morceaux de la vie ou de l'imaginaire de quelqu'un d'autre. C'est complètement fascinant.
Donc ouais, ça me rend beaucoup plus heureuse. Et après, de rentrer dans la tête des autres, ça permet aussi de mieux les comprendre. Si on n'avait pas... là, pour le coup, je vais mettre l'art en général, il n'y a pas que la littérature, mais les récits, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre l'autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à vivre ensemble et justement à ne pas se trucider, enfin, même si pour l'instant on n'y arrive toujours pas, mais enfin, si, dans une certaine mesure, en tout cas, comprendre, avoir de l'empathie pour l'autre, si on ne le connaît pas personnellement, il n'y a qu'à travers la fiction qu'on peut arriver à... Enfin, je veux dire, si j'ai de l'empathie pour un réfugié qui quitte son pays, qui traverse la Méditerranée, qui va se noyer dans la Méditerranée ou pas, et qui... Ça n'est que parce que j'ai lu des fictions qui m'ont fait comprendre ce que ça pouvait être, la souffrance de quitter son pays. Et j'ai pas eu besoin de la vivre moi-même pour la toucher du bout des doigts. Alors évidemment, je l'ai pas ressentie dans ma chair, je la connais pas, mais je peux comprendre, je peux avoir de l'empathie, et après, ça me permet de voter, enfin, ou en tout cas de prendre des décisions qui vont inclure ces personnes-là et qui vont dire si, il faut absolument qu'on protège, qu'on fasse attention. Je pense qu'on ne peut pas faire attention aux autres si on ne les comprend pas. Qu'est-ce qu'on vote alors après avoir lu Kérosène ? On vote ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on vote ou on ne vote pas parce que je suis de moins en moins persuadée que le vote c'est là que se joue la démocratie. Malheureusement, je crois qu'on est vraiment dans des systèmes qui sont complètement perverti, le mot est peut-être un peu galvaudé, j'en sais rien, mais je sais pas ce qu'on vote. Voilà, peut-être que la meilleure façon de changer le monde aujourd'hui, c'est notre façon de consommer, c'est à qui on donne notre argent, parce que c'est là que le pouvoir se joue réellement maintenant. Donc voilà, moi c'est vrai que personnellement, je vais jamais dire aux gens ce qu'ils doivent voter ou ce qu'ils doivent faire de leur argent. Ça regarde chacun. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien un monde dans lequel le pouvoir soit beaucoup moins centralisé. Et là, pour l'instant, on va juste à l'inverse. L'argent est de plus en plus aspiré concentré vers des toutes petites minorités qui, du coup, détiennent le pouvoir, détiennent les médias, détiennent le monde de l'édition. Donc moi, j'essaye de pas donner mon argent ou le moins possible. Je sais très bien que je peux pas y échapper complètement, mais le moins possible, et d'essayer de soutenir ceux qui essayent encore de faire un travail indépendant. Et voilà. Et là, pour revenir sur mon secteur, je vais parler des librairies. S'il y a bien une chose qu'on peut faire, en tout cas, pas après avoir lu Kérosène, mais avant de le lire, c'est d'aller l'acheter dans des librairies indépendantes et vraiment de soutenir la diversité, en fait, parce que je crois que c'est ça qui est sain au niveau économique, c'est vraiment la diversité, c'est les petites enseignes, c'est les gens qui ont encore à cœur et qui ont encore la possibilité de faire leur travail correctement, de conseiller, et donc surtout de ne pas aller l'acheter sur les grandes... en ligne sur les gros géants qui mettent des gens dans des entrepôts et qui leur font faire pipi dans des bouteilles. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant qu'on en arrive là. Parce qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de conseil, parce que cet endroit-là est en train de massacrer le monde de l'édition. Et au niveau en même temps, on ne peut pas économique, faire sans, Adeline. Enfin, vos livres, ils seront quand même... Ils sont disponibles sur ces plateformes-là. J'ai pas le choix. J'ai demandé à ma maison d'édition si on pouvait s'en passer. On peut pas. Parce que pas pour des raisons économiques, mais simplement pour des raisons légales. C'est qu'en fait, on n'a pas et je comprends, en plus, démocratiquement, c'est tout à fait logique et cohérent, qu'on ne peut pas refuser de vendre à quelqu'un. Donc effectivement, je ne peux pas refuser que mes livres soient présents sur ces plateformes-là, mais ça me fait mal de me dire que
que c'est des ventes qui, du coup, ne seront pas échappent à l'escarcelle des libraires parce que c'est les libraires qui me font vivre, vraiment. C'est grâce à eux. C'est eux qui vont conseiller mon livre dans leur boutique. Donc non, on peut pas y échapper. Et puis aussi, je veux pas non plus culpabiliser des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Il y a des gens qui peuvent pas sortir de chez eux, qui sont réduits dans leur mobilité, ou qui habitent dans des endroits où il y a plus de librairie, où il y en a peu, ou qui doivent faire 1h30 de route pour trouver la première librairie. Et ça, j'en suis absolument consciente aussi. Donc je veux surtout pas. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et je pense que d'ailleurs, la vente en ligne, elle doit exister, bien sûr, et je suis pas contre le fait que ces plateformes existent. Je suis contre le monopole et je suis contre la prédation qu'elles exercent sur les autres. Je suis vraiment pour la diversité, mais donc la vraie diversité. Donc eux doivent exister aussi, mais ils doivent pas empêcher les autres d'exister. Et pour l'instant, c'est cet équilibre-là qui est en danger. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire, si vous avez le choix, si vous avez la possibilité de faire autrement, allez voir votre libraire et il vous conseillera mon livre et il vous en conseillera peut-être, ou il vous dira de ne pas acheter mon livre parce qu'il est vraiment nul. Mais il vous conseillera d'acheter autre chose et quelque chose qui sera aussi en rapport avec vos goûts. Et ça aussi, je crois qu'un libraire est beaucoup mieux placé qu'un algorithme pour surprendre les gens, pour peut-être faire aller le lecteur à un endroit où il n'aurait pas pensé aller, alors que l'algorithme ne va faire que conforter les gens vers leurs opinions, vers ce qu'ils connaissent déjà, vers leur zone de confort. Et je crois que c'est ça aussi l'importance d'un conseil d'un humain à un humain, c'est aussi d'aller bousculer ça et de nous emmener parfois vers des voies qu'on n'aurait pas imaginées. Pour terminer, moi j'aurais envie de dire... je veux dire si vous êtes d'accord, Adeline, mais aussi noir, aussi sombre, aussi torturé que Kérosène puisse être, c'est un livre qui fait du bien, non ? Ah ben j'espère. En tout cas, j'espère que les gens auront autant de plaisir à le lire que j'en ai eu à l'écrire, parce que c'est vrai, il y a quelque chose d'hyper réjouissant. C'est un feu d'artifice, Kérosène, donc ça part dans tous les sens. Il y a du thriller, il y a des endroits plus noirs, des endroits un peu sales, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Et donc, non, c'est la première chose que je veux, c'est que les gens se fassent plaisir en le lisant. Ouais. Ok, merci beaucoup Adeline Dieudonné pour ce petit moment autour de Kérosène. Merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère, à très bientôt. Au revoir. Merci. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture!